Salut à tous, l'OGC Nice rechute, défaite incompréhensible des Aiglons hier soir à domicile contre l'Ogre Slovako, avec à la clé une nouvelle exclusion de Jean-Claire Todibo. Nous reviendrons bien sûr longuement sur cette nouvelle désillusion pour les Niçois dans ce gîte tonique, avec autour de la table Vincent Menchini. Salut Vincent. Salut à tous. William Mbercé. Salut Will. Salut Mika. Petits yeux. Ouais, fatigué. Pas beaucoup dormi. Non. Et le retour de la légende, le chef Philippe Cornes est avec nous. Salut Philippe. Bonjour à tous. J'ai été libéré parce que j'étais inculpé pour avoir essayé de tuer le chat noir du gym, mais a priori, j'ai pas réussi. Ouais, il est toujours là. Ton coiffeur aussi, en prison. Ça démarre fort. Notre invité cette semaine est l'homme fort, justement, de la remontée du gym en Ligue 1 en 2002. Christophe Mélin est avec nous. Salut Christophe. Salut Mika, salut à tous. Bon, on va t'appeler Poussin. Hein. Voilà, c'est ton Daniel surnom. Christophe, Voilà. alias Poussin, alias Pied d'Or. Ça fait 20 ans qu'on t'appelle Poussin, c'est pas aujourd'hui Voilà. qu'on va t'appeler Christophe. C'est clair. Allez, au sommaire également de cette émission, un focus sur Nicolas Pepe. Jim Ratcliffe prend la parole, la réaction des Aiglons attendue à Auxerre, sans oublier le pour-contre, l'indiscret, le cadeau de la semaine et le souviens-toi de Philippe consacré à Poussin Mélin. J'allais dire Dominique Baratelli. Non, Non. pas encore. Ça viendra. Prochaine émission. Messieurs, il y a de la bonne humeur, mais on va attaquer par cette défaite à peine croyable hier soir contre le Bayern de Slovako. On était tous au stade et au coup de sifflet final, on était abasourdis, hein, Vincent. Ouais, mais d'un autre côté, avec Will, on était dans la tribune de l'Alliance Riviera hier soir. Et c'est bizarre, mais on l'a senti presque venir. Autour de la 60e, on a senti que ça commençait un petit peu à se liquéfier. On voyait que Joe Bryan, alors il y a peut-être que nous qui l'avons vu, il était en grande difficulté sur son côté gauche. Au milieu, plus aucune récupération. Tu avais perdu le monopole du ballon. Tu ratais beaucoup d'occasions. Tu as la blessure de Diop qui était ton meilleur joueur. Et comme par hasard, après le match tourne et tu fais n'importe quoi sur la fin. Et au final, bien sûr que c'est incompréhensible et insoupçonnable à la mi-temps, parce il aurait dû avoir à ce moment-là 5-0. Mais au final, j'ai envie de dire, ils n'ont pas volé. Et que ce soit les joueurs, mais même au niveau du coaching, tu n'as quand même rien fait où tu aurais dû faire en fait, de façon à ce que ça ne se passe pas comme ça, en fait. On va voir les stats de cette rencontre entre l'OGC Nice et Slovako, et elles sont effectivement largement en faveur des Aiglons au niveau de la possession, au niveau des tirs cadrés. Enfin voilà, c'est Will, on le disait, défaite incompréhensible, et quand on voit les stats, encore plus quoi. Mais quand je vois les stats, 63% à la fin du match, ça veut dire qu'ils avaient au moins 80% en première mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, c'est Slovako qui avait le ballon. Ah, toi tu dis Slovako. Ouais, parce que t'es allé là-bas. Voilà, je Ah, suis allé là-bas. il a des amis tchèques. J'ai travaillé ma tchèques. prononciation avec les amis tchèques. Et d'ailleurs, on a beaucoup échangé sur le match d'hier. Et même eux, ils étaient ravis, nos confrères tchèques, de cette victoire, parce qu'ils la voyaient pas du tout venir. Bah oui, Ils nous la ont première- payé le resto. Hein. Ouais. C'était la victoire, comme la France a gagné la Coupe du Monde en 98. Pour Slovako, c'était Première du même niveau. victoire européenne de l'histoire du club. Alors, franchement, Nice est entré dans l'histoire hein, pour eux. Hein. C'est fantastique. Ils nous oublieront jamais au moins. Mais oui, voilà, incompréhensible parce que voilà, il doit au moins avoir 3-4-0 à la mi-temps. Bon, cette fois, Nguyen, il était chaud bouillant. Il a fait un grand match, mais les attaquants s'étaient pas inspirés non plus. Le gardien de cette équipe de Slovako. Slovako. Et par contre, il y a eu aussi beaucoup de maladresse des Niçois. Thuram en a une, Bryan en a une autre, Delors en rate pas mal. Donc voilà, Pépé. un gros gâchis parce que rappelons que si le gym avait gagné hier, en battant Partizan le prochain match, ils étaient sûrs d'être premiers et qualifiés pour les huitièmes de finale. Ouais. Là, tout est relancé, c'est complètement dommage. Philippe, tellement énervé hier devant ta télé que ce matin t'étais chez le cardiologue quoi. Oui, j'ai fait une petite séance chez le cardio. Et Ah, on rassure, tout va bien. pour voir comment ça allait. Tout est bon dans le cochon. Mais moi, ce que je voudrais demander à Poussin, par exemple, c'est ces attaquants, hier, ils ont eu, je sais pas, combien d'occasions Presque une dizaine. 10, facile. 10. Mais pour moi, ils sont toutes mal jouées. Parce que c'est des occasions, d'accord, mais je sais pas, ils sont pas tueurs devant. Qu'est-ce qui leur a manqué pour toi ? Non, mais ce qui leur a manqué, c'est un petit peu voilà, la confiance qu'ils ont en ce moment. C'est un petit peu à l'image de ces derniers matchs. Mais c'est vrai que le scénario du match hier, c'est on marque rapidement, donc le scénario il est parfait, quoi. On se procure je ne sais pas combien d'occasions, normalement ça fait 4-5-0 à la mi-temps, quoi. Mais malheureusement, ce genre de match, quand on ne tue pas le match quand il faut, bah, le temps passe, on s'essouffle un petit peu, comme disait Vincent. Après, on a senti qu'à la 60e, on baissait complètement. Et comme on n'arrive pas à tuer ce genre de match-là, après on est en difficulté.
Allez, on va écouter les réactions d'après-match, et en particulier celle de l'entraîneur de l'OGC Nice, Lucien Favre, devant la caméra de Philippe Bertini. On a fait une très bonne première mi-temps, on a beaucoup d'occasions. Début de deuxième mi-temps aussi, c'était pas mal. Et puis, on menait 1-0, mérité. On voulait absolument mettre le deuxième. Et justement, on a précipité les choses des fois, je trouve. En voulant mettre obligatoirement ce deuxième 1-0, ça suffit. Hein. Il faut tenir jusqu'à la fin. Puis c'est ça où il faut qu'on progresse, parce que on a un petit peu, voilà, quand ils mettent des longs ballons comme ça, des deuxièmes ballons, après des centres de 40 mètres, etc., ben, il faut qu'on soit tous ensemble pour défendre, et puis c'est tout. Des fois, tu dois faire que ça, défendre. Bien sûr que quand tu défends, tu penses à attaquer après, ça c'est sûr. Mais je veux dire, des fois, il faut défendre, puis tous. Voilà. Voilà donc la réaction de Lucien Favre après le match d'hier soir. Vincent, c'est un peu étonnant de dire commencer par savoir défendre dans ce match-là quand tu as 10 occasions face à une équipe assez faible. J'ai pas vraiment suivi où voulait en venir Lucien Favre, c'est qu'hier, lors de la conférence de presse, il a justement appuyé sur le fait de savoir bien défendre, d'être solide à un moment du match. C'est une façon, en effet, de gagner des matchs. Mais à ce compte-là, pourquoi à l'heure de jeu, alors, tu fais pas rentrer Boudaoui, dont tu sais qu'il est capable d'aligner des kilomètres, d'apporter de la densité au milieu? Pourquoi tu sors pas Brian, qui passe son temps à attaquer, mais qui n'aime absolument pas défendre? On le voit sur l'égalisation. Il prend un crochet, c'est même pas un crochet, il a juste fait un peu décalage côté gauche, frappe, et Brian, il est planté, tu vois que c'est pas un défenseur. Donc certes, il faut parfois défendre en équipe, mais il faut aussi donner les moyens à ton équipe de défendre en bloc. Donc peut-être Boudaoui, peut-être Beka, peut-être Rosario, si c'est ton projet à ce moment-là du match. Oui, on a l'impression qu'il n'a pas les clés, là. Il n'a pas de solution, Lucien Favre, sur ce match-là, en tous les cas. Franchement, je trouve décevante sa conf d'après-match, parce que parler des aspects défensifs quand tu as 10 occasions dans un match et que tu dois être 4-0 à la mi-temps, je pense qu'il aurait dû appuyer sur la finition, sur l'efficacité, sur le réalisme qu'il faut avoir dans ce genre de rencontre. Quand tu finis la rencontre, on a encore vu les stats, avec 60% de possession face à une équipe très faible, tu peux pas parler des aspects défensifs en priorité. Je trouve ça assez étonnant de la part du coach. Un peu lunaire, Lucien Favre, et peut-être trop gentil avec ses joueurs, Philippe? Je sais pas, hein, mais oui, c'est vrai que lunaire, il a toujours été, je pense. Après, trop gentil, bon, c'est ça doit être sa manière de manager, je sais pas, mais moi, j'ai souvent vu des entraîneurs pousser des coups de gueule, ou alors je sais pas si c'est la marque de fabrique de Favre, je crois pas. Mais je pense qu'à un moment donné, dans le vestiaire, il faudrait qu'il y ait un tremblement de terre, quoi, parce que est-ce que c'est Lucien Favre qui fera bouger les choses? Je sais pas. Poussin, cette équipe de l'OGC Nice avait du caractère la saison dernière avec Christophe Galtier. Là, on sent qu'il y en a un petit peu moins. Il y a moins de révolte, comme le disait Philippe. Déjà, c'est vrai que Galtier, c'est un meneur d'hommes, quoi. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui n'hésite pas à dire les choses, à piquer une gueulante. Et je pense que, comme dit Philippe, je pense que ce soit ou l'entraîneur ou les joueurs, des fois, il y a besoin d'un peu de rébellion, il y a besoin de recadrer les choses et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, à Nice, on n'a pas ce petit côté-là. Et après, entendre Lucien Favre dire oui, 1-0, ça suffit. Je pense que c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Qu'on a eu plusieurs occasions, c'est plutôt se dire non, ça aurait dû faire au moins 4-5-0, quoi. Et pas se dire 1-0, ça suffit, quoi. Parce qu'il s'était déjà fait peur contre 3 en menant largement. Hier ils mènent, ils se font renverser. Mais parce que moi je trouve qu'il y a quand même des joueurs de caractère dans cette équipe. Schmeichel, il passe pour un joueur de caractère. Dante, Todibo, Lemina, Delors, Laborde, c'est des mecs qui ont du sang, qui ont de la tripe, quoi. Mais l'équipe, elle en a pas. Alors individuellement, ils en ont, mais collectivement, il y en a pas. C'est peut-être ça et qui puis manque. on peut plus du tout mettre ça sur le compte de la jeunesse. Ça a longtemps été le discours à Nice. Ils sont jeunes, mais là, franchement, Non, t'as des joueurs d'expérience. Voilà. Mais c'est bizarre parce que même à un moment, on voit Favre qui parle avec Delors, qui lui demande autour de l'heure de jeu. Alors Andy, comment tu es? Mais Delors, en fait, il va jamais te dire qu'il veut sortir. Mais si, pareil, tu as besoin de défendre, peut-être prendre plus la profondeur, parce que le changement, tu le fais après, quand tu as vraiment le nez dans le caca.
C'est-à-dire que tu fais rentrer Brahimi qui met pas un pied devant l'autre en ce moment. Belle rentrée, d'ailleurs. Tu fais rentrer Barr qui a été plus mauvais que Brian, donc c'est quand même costaud. Laborde, tu sens que lui aussi, il est complètement perdu. Donc en fait, tu fais tout à contre-temps. On va écouter justement les réactions d'Andy Delors et du capitaine de l'OGC Nice, Dante, après cette rencontre. C'est très compliqué. Très très compliqué. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, on est très déçus dans les vestiaires. Voilà. Et on n'a pas le droit de lâcher, au contraire. C'est pour ça qu'il faut prendre ça comme de l'expérience et se relever au plus vite. On a de la chance qu'il y a des matchs tous les 4 jours pour se relever. Et déjà en championnat et après derrière le match très important qui nous attend. C'est dommage qu'on n'a pas appris la leçon de dimanche dernier. Du match qu'on menait 3-0 et puis à la fin c'est 3-2 et s'il y avait 5 minutes de plus on allait faire 3-3. Après c'est vraiment dommage parce que je pense qu'on a eu beaucoup de belles choses, on a eu une belle progression dans notre jeu, dans le contenu de nos matchs et je pense vraiment que c'est dommage. Et je préfère plutôt alerter tout le monde de rester humble, d'avoir l'humilité pour se faire une belle autocritique. C'est important. Ça fait plusieurs fois que tu nous dis ça, Dante. Est-ce que ton message passe? Parce qu'on n'a pas l'impression au final que ça passe. S'il passe ou pas, je pense que oui, peut-être que non. Mais le rôle d'un leader, c'est toujours suivre ce qu'il pense, ce qu'il croit et ce qu'il pense est mieux pour son équipe. C'est-à-dire, s'il ne passe pas, c'est-à-dire qu'on répète les mêmes erreurs et on répète les mêmes résultats. Voilà donc Dante, cette réaction, elle est intéressante, oui, la réaction du capitaine de l'OGC Nice, parce que c'est vrai, et c'est moi qui le relance dans cette zone mixte sur ce discours, faire son autocritique, l'humilité, se remettre en question. Il nous l'a dit 4-5 fois cette saison, Dante déjà, et pourtant on en est toujours au même point. C'est pour ça que je la trouve pas intéressante, sa réponse, je la retrouve inquiétante. C'est-à-dire qu'on le voit, tu le relances, très bonne question d'ailleurs, très bonne relance, Je t'en prie. et il cherche ses mots, il est là, il parle doucement, en fait tu sens très bien qu'il ne dit pas ce qu'il pense, et que concrètement ce qu'il pense c'est que oui, il répète toujours les mêmes choses, et que toujours les mêmes choses se reproduisent, donc je pense que oui, dans ce groupe ça manque un peu de caractère et d'écoute. Je pensais notamment à Todibo qui est globalement bon mais il répète toujours les mêmes erreurs et là encore ce rouge ça part d'une erreur, il va se projeter très haut alors que c'est pas son rôle. Ouais. Alors qu'il fallait défendre. Mais Justement, Jean-Claire Todibo, on va ouvrir le dossier des cartons rouges de Jean-Claire Todibo. Donc 3 cartons rouges depuis le début de la saison en 14 matchs, toutes compétitions confondues. Ça fait quasiment un rouge tous les 5 matchs. C'est un peu plus que toi au bar, mon cher. Mon cher Will. Il faut faire gaffe aujourd'hui. ça envoie. J'ai pas mis les protèges. Ça part dans tous les sens. Non mais quand même, à un moment donné, on a failli faire le débat, est-il fautif? Alors hier soir, évidemment, qu'il n'y a peut-être même pas faute de Todibo sur ce carton rouge. Mais il est dans les mauvais coups, donc qu'est-ce qui se passe pour Todibo? Où je rejoins peut-être Lucien Favre, c'est qu'à ce moment du match, quand tu es à 1-1, que tu es déjà pas très bien, tu te dis bon finalement on va prendre ce point, tu n'as peut-être pas besoin d'aller aussi haut et d'être pris de manière assez folle dans son dos. Et Lucien Favre, il pointe du doigt les limites en ce moment de Todibo dans la concentration. Il fait la même erreur contre 3 où à 3-1 il sort côté droit, mais tu vas où en fait? Et Dante aussi, pareil. Lui aussi, souvent, il le dit pas de manière directe envers Jean-Claire Todibo, mais il pense à lui, la concentration. Et on voit un petit peu le parallèle avec Viti, qui lui n'est peut-être pas exceptionnel dans l'intensité, mais il fait beaucoup moins d'erreurs. C'est intéressant ce que je dis ensemble, mais Todibo, Poussin, c'est un joueur qui commence à avoir un peu de bouteille maintenant, de l'expérience. Quand je dis qu'il est dans tous les mauvais coups, ça fait 3 cartons rouges déjà cette saison. Certes, ils sont sévères, mais est-ce qu'il ne doit pas un peu plus faire attention maintenant dans son jeu? En fait, je pense que c'est un peu à l'image un peu à l'image de l'équipe. Todibo, comme dit Vincent, voilà, ça fait un partout. Tu vas pas te projeter, tu vas pas essayer d'attaquer, alors que voilà, ça fait un partout. Il faut rester humble et il faut avoir un peu plus de rigueur. Smashel contre Paris, c'est pareil. On est un partout, il reste pas beaucoup de temps. Non, il faut trouver de la rigueur, il faut trouver, voilà, tu la dégages devant la balle, tu cherches pas à relancer propre. Et en fait, c'est tous ces petites
toutes ces petites erreurs-là qui nous met en difficulté au jour d'aujourd'hui. Philippe, Todibo, c'est un peu le Jeff Tuch de l'OGC Nice, quoi. Tu peux perdre ta carte une fois, tu peux avoir un carton rouge une fois, 2 fois, 3 fois, c'est beaucoup, non? Alors, moi, je suis pas l'agent de Todibo, hein, mais je vais le défendre. Parce que, pour moi, hier, il n'y a pas rouge. Il en a pris un autre en championnat. Il y avait Clairement. Clairement, Voilà, il y avait encore pas rouge. Donc il s'est projeté, d'accord, il a été pris, tout ça, mais bon, le foot, ça se joue à 11. Et en plus, Todibo, il va au charbon. Il est pratiquement toujours bon, ce qui n'est pas du tout le cas des autres. Donc ouais, il a pris des rouges, mais je trouve que s'acharner sur lui... Non, ça s'acharne Non, pas, mais mais on c'est tente pas s'acharner, d'expliquer, de comprendre. Voilà. Mais il est pas c'est- genre, c'est- il est dans la garde rapprochée quand même de Todibo, hein, Philippe, faut savoir. Il Non, est mais sur les tablettes. c'est sa marge de progression en fait. Tout D'accord, simplement, d'accord, à mais, Todibo, parce que quand on voit Todibo, il doit va au passer un charbon, cap, il c'est met ça le pied. Ben, c'est sur ça ça. le cap, parce que moi quand je regarde franchement Parce que c'est l'homme du début de saison. quand l'année même, dernière l'OGC Nice. Saliba ou quand je vois Badiachi l'appeler en équipe de France, moi franchement je suis Todibo, j'ai rien à leur envie à ces deux gars. Donc par contre c'est son fiabilité. Voilà, c'est le problème de Todibo, il est pas fiable parce qu'à un moment donné tu sais pas s'il va pas faire les mètres de trop, se projeter trop haut, provoquer un penalty aussi ou une interception qui Comme à est Marseille, maladroite comme à ouais. Marseille. Est-ce que c'est des sautes de concentration? Mais non, Qu'est-ce mais que c'est qu'il a? c'est en fait aussi, son petit défaut, c'est qu'il est toujours, souvent dans la réaction. Parce que hier, peut-être, s'il anticipe déjà cette action aussi, qu'il fait un pas sur la gauche, qui récupère le ballon, il n'y a même pas d'occasion. Mais il sait qu'il va tellement vite, Todibo, qu'il est tellement fort dans le duel et athlétique, qu'il peut rattraper le coup. Et d'ailleurs, hier, il rattrape, parce qu'en effet, il n'y a pas rouge. Mais tu dois jamais te retrouver dans cette situation-là, en fait, c'est ça. Après, sa course, elle est magnifique, de puissance, de vitesse, mais... C'est pas parce que tu vas vite que tu dois pas être dans l'anticipation. Je sais pas Ouais, plus simple c'est clair, pour, ouais, bien sûr. Non, mais je mieux pense, le que dire, lui, mais- je pense que lui aussi, il pense un peu comme ça. Après, comme dit Philippe, clairement, c'est un très bon défenseur. Bah L'action, bien sûr qu'il n'y a pas carton rouge, parce que s'il y a carton rouge là, c'est que Mais il je n'y a connais même rien. pas faute. Je connais rien au Bah ouais. football. Mais des fois, là, Mais ça doit aller... il y a des moments importants, tu vois, c'est pour ça que les grandes équipes, des fois, ils arrivent à s'en sortir parce qu'ils arrivent à faire pratiquement les bons choix au bon moment, quoi. Après, juste après, il y a coup franc. On n'est pas obligé d'avoir un mur en sable, quoi. Ah non, mais ça... Un mur en sable et un gardien En de mousse. but. En bois. Non, qui est de chez Madame Tussaud, quoi, Non. qui est figé. C'est le... Ah, non, mais- la sur les coups francs, la poupée de cire sur les coups Schmeichel, francs, quoi. c'est son thème. Mais on lui a dit qu'il avait le droit de bouger sur les coups francs ou pas? Non mais parce que je sais pas, Messi il a fait comme ça, il a regardé le ballon rentrer, là hier encore, et il regarde le ballon rentrer, et en fait il est... Et bon, après là, hier, le pauvre... Mais le pauvre de quoi il peut plonger quand même, il a le droit. Non mais sérieusement, Non, mais franchement... hier tu quand même, s'il y a une règle de base, c'est que, franchement, le Que le ballon mur jamais s'effrite dans le pas. mur. Non, mais Ah, déjà, non. ça, c'est un détail. Pourquoi le mur saute? Ça n'existe pas. Oui, oui. Et surtout- Le mur ne doit jamais sauter. Et ça, mais il Ou s'écarte alors on surtout. fait, Il fait s'écarte, comme on voit il maintenant, Ouais, le avec mec, le mec le couché, mec mais il ça, s'allonge ça sert à derrière. rien, ça. Ouais, Ouais, mais ça sert à rien, mais regarde, sur une action comme ça peut servir. Mais voilà, ça c'est de la rigueur. C'est un petit détail, mais voilà. Un Après, détail juste, parmi Tu nous tant casses le plateau. Juste mais- pour revenir à Schmeichel, il est très bon au pied par contre. Hein. Il faudra y penser pour le mettre quand il manquera un défenseur ou quoi. Ouais. Ça sera. Tu es en train de tuer Le l'argument de Will Ouais, dans le pour pour-contre de tout à l'heure. Tu spoil un peu, mais c'est pas grave. On joli spoil, numéro, on ça. spoil. Un des joueurs quand même qui donne à peu près satisfaction depuis 3-4 matchs, on va dire ça comme ça, qui monte en puissance en tous les cas, c'est Nicolas Pepe. On va regarder les stats de l'attaquant de l'OGC Nice, prêté donc par Arsenal cette saison. Et c'est vrai qu'on a l'impression, Poussin, tu vas peut-être nous confirmer ça, que après une arrivée un peu poussive, bah, Nicolas Pepe il est en train de se mettre en jambes là. Bah, c'est clair que quand on le voit balle au pied, je trouve qu'il apporte beaucoup d'énergie. Je pense qu'il va très vite. Il va falloir encore quelques matchs, mais je pense que c'est quand même de mieux en mieux. Et franchement, il peut apporter vraiment beaucoup offensivement. On sent qu'il peut se passer quelque chose à tout moment quand il est balle au pied, quoi. Il est mieux là, Nicolas Pepe. Hein, Ouais, hier, on lui met 4, mais c'est plus nous, on note la performance parce qu'il rate. si Nice gagne, il a certes- 6 quoi. Oui, voilà, Ouais. mais on sent, comme l'a dit Poussin, que c'est le joueur, un peu le facteur X en ce moment. Cette capacité à éliminer, à un moment en première mi-temps, il lui met un petit pont au défenseur suivi d'une accélération. Ça doit faire passe D ensuite pour Delors. C'est une action de grande classe, comme on n'en voit pas tous les 4 matins. Donc, c'est évident que Nicolas Pepe, si Nice ira mieux dans quelques semaines, ce sera en grande partie grâce à lui. Il faut qu'il progresse sur quoi encore, oui, Nicolas Pepe? Finition. Le dernier Ouais. geste peut-être? Ah, il y a encore beaucoup de déchets dans la dernière passe.
Je trouve qu'il fait des différences, mais qu'il les exploite pas jusqu'au bout, parce qu'au final, il y a beaucoup d'actions où il fait une différence et que ça mène à rien, parce qu'il y a une mauvaise passe, il y a un mauvais choix derrière. Et je pense que c'est là-dessus qu'il peut progresser. À l'aller, déjà, à Slovácko, il touche 2 fois le poteau, mais il doit faire mieux déjà dans ce match-là. Donc moi, je reste encore un peu sur ma faim par rapport au joueur qu'il est, aux capacités et aux qualités athlétiques qu'il a. J'en attends encore plus. Je pense qu'on n'a pas assez appuyé sur le fait que la sortie de Diop aussi, c'est quand même depuis quelques matchs celui qui t'apporte aussi cette fluidité là au milieu, qui s'entend bien avec Pépé, avec Delors, connecté aussi avec Thuram et Lemina. Franchement, la blessure de Diop, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour Lucien Favre. Alors, je vais perdre peut-être Philippe Camp sur ce coup-là, mais Nicolas Pepe, pour la petite anecdote, il a été élu dans la Team of the Week de FIFA 23. Vous savez, le jeu vidéo, tu connais le jeu vidéo FIFA 23, Philippe, tu connais pas? Bon, voilà. Et c'est assez rare pour le noter qu'un Niçois soit dans cette Team of the Week. Je ne joue qu'au Scrabble. Voilà, avec une note de 82, alors que sa note générale est de 79, normalement. Des Américains. Donc, voilà, c'est la petite anecdote. Nicolas Pepe dans la Team of the Week du jeu vidéo. Non, vous aurez c'est le petit clin d'œil comme ça qu'on pouvait faire à l'attaquant de l'OGC Nice. Ça parle. J'étais plus PES, moi. Le clin d'œil du borgne, quoi. Aux jeunes. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur Nicolas Pepe. On va passer aux abjims de cette semaine, les coulisses de l'OGC Nice, captées par les caméras d'OGC Nice TV. Je voulais que toi tu sois avec moi. Je mets le GPS de Chef se voit. Ah oui, comme ça vous allez voir que j'ai cours beaucoup. Cadeau, plus de la journée, donc voilà. C'est un bisou. Merci. De rien. Merci. Ouais, je vais manger, je vais essayer de... Merci à toi. De rien, avec un plaisir. Bien sûr, bien sûr. Ça aurait eu un accident. Enfin, on n'épargne toute l'histoire et ces derniers temps ça allait pas trop, donc je me suis dit on va essayer de faire bouger un peu les choses. On a fait un petit tweet, ça a marché. Andy il a répondu. Et puis du coup on est là, on a visité les locaux, il est venu nous faire un petit coucou, un petit cadeau et puis voilà, ça fait plaisir. Ça fait vraiment du bien parce que en ce moment ça allait pas trop et le fait de voir que y a quand même des gens qui sont gentils, qui pensent à moi, ça fait du bien quoi. C'est un beau geste, franchement, c'est trop cool, on s'attendait même pas à ça en fait. Bon, et ce maillot, où est-ce qu'il va finir alors? Tu vas l'encadrer, tu vas le porter, dis-moi. Je sais pas encore, peut-être qu'il va finir encadré. On l'encadre celui-là, on le met dans le salon. Issa. Voilà donc cette belle séquence avec Eva et Andy Delors au centre d'entraînement de l'OGC Nice, un Zabjim que vous pouvez retrouver en intégralité sur les réseaux de Nice Matin. Messieurs, Jim Ratcliffe a pris la parole, c'est assez rare pour le souligner, c'était dans le Financial Times, une interview assez longue, d'1h30, où il était question de beaucoup de choses dans la stratégie d'Ineos, mais aussi de l'OGC Nice. On va regarder, on va lire plutôt les déclarations de Jim Ratcliffe pour pouvoir un peu s'en imprégner et pouvoir débattre derrière. Je pense que nous ne sommes pas assez occupés de Nice depuis 2 ou 3 ans et que nous nous impliquons beaucoup plus depuis cet été. Je suis sûr que vous allez me poser des questions sur des clubs plus grands encore, donc ça c'est Manchester United, évidemment, et on va en parler, mais nous devons davantage nous concentrer sur ce que nous pouvons faire avec Nice de la manière la plus sérieuse possible. Il a déjà dit, Vincent, oui, je ne sais pas lequel veut intervenir, mais en tous les cas, rachat de Manchester United, c'est mort, pour l'instant. Oui, c'est mort, mais il continue d'en parler. Donc en parlant, il sait très bien qu'il remet un peu une pièce dans la machine. Donc c'est pas une surprise. On sait que tôt ou tard, il achètera... La famille Glazer ne veut pas vendre. Ouais, bah à un ce moment sera donné, Chelsea ou un autre voilà, club. mais à un moment donné, Chelsea vient d'être acheté. Non, mais comme il aura son club. Mais moi, c'est super, ouais, il dit Nice, je vais s'investir le plus possible, le plus sérieusement possible. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est pourquoi pendant 2-3 ans, ils s'en foutaient de Nice.
en fait. Parce qu'il avoue, il le dit, pendant 2-3 ans, on n'est pas trop occupé. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils sont venus faire à Nice alors, à la base? Alors, c'est quand même assez fou que le propriétaire d'un club dise pendant 2-3 ans, donc depuis qu'ils sont à l'OGC Nice, ils ne se sont pas occupés du club. On rappelle qu'il y a quand même le frère de Jim Ratcliffe, Bob Ratcliffe, qui était censé chapeauter le projet. Vincent. Depuis, ils sont frères toujours sur le papier, mais ils partiront plus trop en vacances ensemble, mais ils feront plus l'ascension de la Madone ensemble. À cause de l'OGC Nice ? À cause de l'OGC Nice. Il faut savoir que les deux frères aujourd'hui ne se parlent plus. Et après 2-3 ans, c'est un tacle masqué à la gouvernance Fournier aussi. En gros. Mais est-ce qu'il a besoin de ça, Jim Ratcliffe, quand t'es le big boss d'Ineos, que tu pèses 4 milliards? Non, mais en fait, ce qu'il veut dire aussi aujourd'hui, c'est qu'il a envie, Jim Ratcliffe, il a fait confiance en gros à Fournier pendant 3 ans, qui à ses yeux a fait n'importe quoi, a beaucoup trop dépensé pour les résultats que l'OGC Nice a eu. Et aujourd'hui, il veut un peu se faire plaisir. Il a le droit parce que c'est son club, c'est son argent. Mais ce serait bien qu'il fasse confiance autour de lui à des gens qui connaissent quand même le foot. On va voir également. Pas revenir sur le procès de Dave Riceford, mais voilà, c'est quand même mieux quand tu comptes dans ta garde rapprochée sur des gens du foot. Parce que Jim Ratcliffe, il se fait plaisir en fin de mercato avec Ross Barkley parce qu'il avait joué à Chelsea, international anglais. Mais franchement, voilà, Barkley, c'est pas le coup de l'année, quoi. On va lire d'autres déclarations de Jim Ratcliffe, justement, auprès du Financial Times. Ce que nous voulons, c'est un club de premier plan, et je pense que Nice a une histoire très intéressante. C'est un club ancien et un endroit très agréable et séduisant pour le football avec son climat californien. Si on regarde ce qu'Abu Dhabi a fait en rachetant Manchester City ou ce que le Qatar a fait avec le PSG, en France, avant son rachat, le PSG était comme Lyon et Marseille il y a 10 ans. Donc, il y a des opportunités. Nous devons regarder ce que nous pouvons faire avec Nice. Ce qui veut dire, si je comprends bien, Poussin, et peut-être que tu vas me contredire, mais qu'il veut faire de Nice, Manchester City ou le PSG, quoi, s'il les cite. Bah, déjà, moi, ce qui me surprend, c'est qu'avant de s'occuper de Nice, entre guillemets, il veut racheter un autre club. Donc moi, quand j'entends ça, déjà, c'est assez surprenant. Alors qu'il ait mis maintenant le club sous des gens de confiance et tout ça, je veux bien. Mais bon, si je suis à sa place, que j'ai un projet comme ça, en plus de haut et fort, je veux concurrencer le PSG, prendre exemple sur eux et tout ça, mais bon, au bout d'un moment, il faut mettre les moyens et il faut tout faire pour essayer de les concurrencer, quoi, parce que là, c'est pas du tout le cas, quoi. Ça fait plusieurs fois, Philippe, qu'on dit qu'il y a un décalage entre le discours d'Ineos et là, en l'occurrence, de Jim Ratcliffe, et ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors nous, on veut bien, quand Jean-Pierre River nous dit on va voir ce qu'on va voir dans les 2 prochaines années. Mais là, tu viens de perdre contre Slovácko, qui n'avait jamais gagné un match en Coupe d'Europe. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, je t'ai tapé le moral, là. Même si moi, je pense que toujours que d'avoir Jim Ratcliffe et Ineos, c'est une chance. Évidemment. Quand on voit les autres clubs, le contexte. Donc, je rejoins Vincent quand il dit qu'il devrait avoir des gens autour de lui, qui s'occupent du gym, qui soient compétents d'ici et qui aiment le club, quoi, et qui pour faire avancer le projet. Alors ça nous permet de passer directement à l'indiscret de la semaine, puisque des gens compétents, a priori, il va arriver, c'est Florent Ghisolfi, le futur nouveau directeur sportif. Vincent, cet indiscret, c'est Florent Ghisolfi qui arrive dès la semaine prochaine. Oui, il devrait arriver la semaine prochaine sur la Côte d'Azur, une arrivée anticipée due notamment à la volte-face de Grégory Thiel, qui devait arriver dans les bagages de Ghisolfi. C'était un petit peu son bras droit. Comme recruteur, hein. Comme recruteur, qui finalement ne vient pas parce qu'il devient directeur sportif et donc prend la place de Ghisolfi à Lens. C'est un coup dur. C'est un premier couac, on est d'accord. Je sais pas si c'est un couac parce qu'il va s'en remettre et j'imagine que Ghisolfi il est quand même heureux pour son ami qui a une très belle promotion. J'ai envie de dire que les deux sont gagnants. Sur un aspect qui, dans le monde du foot, tout le monde le sait, et le plus important, c'est l'argent. Parce que les deux, aujourd'hui, grâce à cette négociation, fait certainement x5 et ils n'ont jamais autant gagné de leur vie en tant que joueurs. Donc pour eux, c'est quand même une embellie. Par contre, pour Ghisolfi, ça va être rapidement compliqué, où il va falloir vite qu'il s'adapte au contexte niçois. Parce qu'aujourd'hui, il y a combien de têtes pensantes au sein de ce club qui dirige, parce qu'on sent que tout le monde veut se faire un peu plaisir. Donc lui, il a beaucoup de travail. On va voir l'organigramme justement de l'OGC Nice cette saison, ce nouvel organigramme. On vous a montré celui de la semaine dernière avec la cellule de recrutement. Et bien là, c'est, on va dire, au niveau de la direction, avec bien sûr le propriétaire Jim Ratcliffe. On a mis Dave Riceford au-dessus de Jean-Pierre River. Hein. On a eu un petit débat dans la rédaction, mais bon... complètement, c'est la voix de Jim Ratcliffe.
Et, Dave puis, Brailsford, et c'est la la base du passerelle directeur. avec les autres entités Ineos. Voilà. Et en dessous, donc, le directeur général, Fabrice Bocchi, qui lui n'est pas encore arrivé. Et donc, Florent Ghisolfi, qui devrait arriver la semaine prochaine. Sachant que là-dedans, il y a quand même aussi le rôle de Yann Moody, qui est... Oui, on l'a pas mis dans l'organigramme parce qu'il n'a pas de rôle... de caution foot aussi aux yeux de Dave Brailsford, parce qu'il faut le répéter, Dave Brailsford ne connaît absolument pas le milieu du foot. Et c'est le bras droit du grand patron. Donc, en fait, même au niveau de la communication, c'est hyper compliqué parce que Dave doit faire remonter les informations à Jim, parce que Jim Radcliffe ne parle pas avec River. Donc, River, lui, il doit charmer Dave pour qu'il fasse passer les messages à Jim. Donc, maintenant, ça va être quoi? Ça va être... et Ghisolfi qui ne parleront jamais avec Jim Radcliffe. Qui va parler à Jean-Pierre River, Jean-Pierre River va parler à Dave, Dave va parler à... Pour moi, c'est ingouvernable. Et au milieu de tout ça, il y a Lucien Favre. Qui lui aussi a sa spécialité. Déjà, comment tu peux mettre un mec à la tête de quelqu'un qui connaît pas le football? J'arrive pas à comprendre. Dans l'organigramme, et j'arrive pas à comprendre que tu puisses mettre quelqu'un pour diriger un club de foot et qui connaît pas le foot. Mais c'est pour ça que moi j'ai hésité à mettre Dave Brailsford au-dessus de Jean-Pierre River dans cet organigramme. Pour moi, ils étaient... Non, mais si tu veux, en fait, c'est comme si tu faisais une bulle. Ineos. Jim, c'est le boss d'Ineos. En dessous, tu as Dave qui fait la passerelle entre toutes les disciplines, qui n'est pas que spécialisé dans le foot. Il y a le foot, le vélo, la voile, la Formule 1. Et dans la bulle foot, c'est Jean-Pierre River qui est à la tête. Mais de la bulle foot, au-dessus de lui, Brailsford et Radcliffe, c'est Ineos qui sont au-dessus de lui. C'est tout simplement ça. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, par contre, avec l'arrivée de Ghisolfi, c'est que ce soit Ghisolfi qui parle de football, qui parle des projets sportifs et qu'on arrête d'entendre Dave ou Jim ou même le président. Parce que voilà, eux, c'est pas leur spécialité le foot, et ben qui parlent d'autre chose et que à l'OGC Nice, celui qui parle foot aujourd'hui, c'est Ghisolfi. Mais il a raison, mais malheureusement c'est complètement utopiste parce que tu vois bien que quand tu mets le doigt dans le foot, en fait, les mecs ils repartent jamais. Dave Brailsford, tu sens bien qu'en fait il adore ça. Et le foot, c'est la caisse de résonance, on va pas la comparer au vélo, tout le respect que j'ai pour le Tour de France, qui est un énorme événement. Mais le foot, une fois que tu commences à goûter un petit peu au mercato, à cette adrénaline, les matchs gagnés... Oui, puis pourtant, il a eu de l'adrénaline dans le vélo, Dave Brailsford, il a tout gagné quasiment. Dans le foot, il peut goûter au sifflet aussi au bout d'un moment. Mais j'ai l'impression, je sais pas, il y a quand même un phénomène quand même qui est, exact. Je sais pas, propre à ce sport quand même. C'est pour ça que c'est le plus populaire, mais... Philippe, il disait un truc intéressant, Vincent, c'est... C'est rare. Tu le connais mieux que moi d'ailleurs, tu es son chef. Mais il disait, voilà, il va arriver dans un contexte niçois, Florent Ghisolfi, avec des recruteurs niçois, on va dire ça comme ça aussi. Déjà, il parle français. Ouais, mais ça veut dire quoi le terrain, il est déjà miné pour Florent Ghisolfi? Quand même pas, il est même pas encore arrivé. Non, moi je pense pas que le terrain soit miné. C'est sûr qu'il arrive dans un contexte particulier, qu'il n'aura pas trop le temps, mais bon, il aura les moyens, donc il n'aura pas le temps, mais les moyens, et il arrive, il a une belle tronche, il a un passé, il a une carte de visite, il a réussi à Lens, il a joué avec Poussin. Bah oui. Parce que, je vais te relancer là-dessus après, Poussin, mais on a quand même tous dit que c'était un joli coup fait par l'OGC Nice, Florent Ghisolfi, Will. Oui, c'est un joli coup, mais bon, c'est pas un terrain miné, je suis d'accord, mais je pense que c'est un beau champ de bataille par contre. Parce que je pense que les soldats, là, ils sont un peu dispersés, notamment à la cellule de recrutement. Je pense que pendant tout l'été, là, ils ont vécu un été à pas faire grand-chose. On les a pas écoutés, on les a pas concernés dans les négociations, dans les pistes de recrutement. Donc là, ils sont un peu en attente de quelqu'un qui va avoir un nouveau discours. Est-ce qu'il va compter sur eux? Est-ce qu'il va pas compter sur eux? Quelle est sa manière d'organiser le recrutement, la cellule? Donc il y a du boulot parce que franchement, il y a un petit bordel en ce moment. Que fait Dave, que fait River, c'est le bordel quoi. Poussin, t'as joué avec Florent Ghisolfi au Sporting Club de Bastia 2005-2006, c'est ça cette saison-là. On va pas te demander sur le joueur, mais sur l'homme en tous les cas, Florent Ghisolfi. En tout cas, sur l'homme, voilà, c'était un guerrier sur le terrain. Et je pense que s'il arrive à Nice, il va falloir qu'il impose un petit peu ses idées. Et je pense que c'est quelqu'un qui a du caractère aussi. Donc je pense qu'il va en falloir pour arriver dans un club comme ça et que. Je pense que, comme disait Willy, il va falloir qu'il prenne la parole et que c'est lui qui chapeaute un petit peu le projet sportif du club. Il jouait quoi Il jouait milieu de terrain, milieu défensif. Ouais. Capable de gueuler, il bouffe. Ouais, capable de gueuler, bonne attitude, irréprochable sur le terrain. Tu pouvais partir au combat avec lui, il n'y avait aucun problème. Mais dans l'idéal, en fait, il faudrait qu'il y ait l'association, parce que Bocquet et Ghisolfi se connaissent très bien, donc eux vont rouler ensemble. Ensuite, au-dessus, tu as Jean-Pierre River et Dave Brailsford, donc là, il y en a peut-être un de trop.
Et au-dessus, il y a le grand patron. Mais le seul qui parle avec le grand patron, c'est Dave. Mais moi, je suis peut-être naïf, mais je pense que si Ghisolfi, Bocquet, ça marche, on s'en fiche d'au-dessus, en fait. Eux, au-dessus, ils vont mettre l'argent à disposition. Ghisolfi va faire fructifier ou pas cet argent, et c'est lui qu'on va juger. Et je pense que si Ghisolfi fait son boulot, eh ben, les autres en haut, ils vont juste être spectateurs et dire c'est bien, c'est pas bien. Mais... Tu l'as dit avec l'accent, t'as vu Ghisolfi. Ouais, Ghisolfi. Même s'il a rien de corse. Oui, mais dans le foot, tu sais très bien que River, pendant 10 ans, les dernières années, il a quand même moins existé. Ouais. Cet été, dès qu'il est revenu sur le devant de la scène, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Faire des petits coups sympas, faire Cavani, revenir dans la lumière. Mais c'est le foot. Pourquoi les gens viennent dans le foot ? C'est pas pour rester dans un petit bureau, 2e étage et faire les notes de frais. T'as envie d'être sur la photo quand ça gagne, mais c'est ce milieu qui veut ça. Donc c'est pour ça que moi je me dis qu'il y en a quelques-uns de trop. Ouais, moi j'aimerais bien qu'ils pensent d'abord au club avant de penser à eux. Bon, en tous les cas, voilà, donc l'arrivée cette semaine, selon nos informations, de Florent Ghisolfi à son poste de directeur sportif. Bonne chance. Bonne chance à lui, on espère pouvoir lui parler assez rapidement, qui sera présenté évidemment à la presse comme il l'a fait lors de son départ du Racing Club de Lens. On passe à Auxerre-Nice, le match de ce dimanche. Réaction attendue pour les Aiglons, Will, obligatoire d'aller gagner à Auxerre. On rappelle, on va voir le classement, l'OGC Nice est 13e de Ligue 1. Ouais, victoire obligatoire comme elle était hier déjà, donc là il faut une réaction. Ce sera sans Danté. Donc on en parlera tout à l'heure. Voilà, une première épreuve à voir. Et oui, il faudra, parce que là, battre 3 c'était déjà important, mais il faut enchaîner parce que faut sortir de cette deuxième partie de tableau enfin, parce que Nice n'a rien à faire dans cette deuxième moitié. Il y a une question maintenant qui se pose après la blessure de Sofiane Diop. Alors on ne connaît pas encore la gravité de la blessure du milieu de terrain de l'OGC Nice, mais quelle gestion pour le duo Delors-Laborde, Vincent? Parce que quand ils sont arrivés, quand Laborde est arrivé, on a dit oui c'est génial, on va reconstituer le duo de Montpellier, ça marche. Okay. Le duo de Montpellier qui était 8e de Ligue 1. Oui, sauf qu'aujourd'hui, ils ont très peu joué ensemble pour le moment, et c'est un peu soit l'un soit l'autre, quoi. Bah, du coup, ils vont être amenés à rejouer ensemble avec la blessure de Diop, dans un schéma en 3-4-3. C'était un peu d'ailleurs le schéma par moment à Montpellier sur des gros matchs où Laborde avait... C'est drôle parce que c'est pas du tout ce qu'on a mis dans la compo probable, mais on verra tout à l'heure. Non, on a mis Barclay ou Laborde. Mais oui, il va devoir trouver une solution même pour élever le temps de jeu de Laborde, qui, on l'a vu sur ses 2 dernières entrées, a eu du mal à être performant. C'est peut-être un joueur qui a besoin, lui, de démarrer les matchs. Poussin pourra mieux le dire, en tant qu'attaquant, de faire des efforts, se rassurer. Parce qu'on voit que c'est pas un joueur impactant quand il entre. Bah, c'est surtout qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis qu'il est arrivé. Ouais. Tu arrives dans un club et tout, c'est vrai qu'apparemment, il préfère jouer un seul attaquant, donc que ce soit ou Delors ou Laborde. Mais je pense qu'ils peuvent très bien aussi jouer tous les deux. Philippe, c'est péché de mettre Laborde sur le côté gauche ? Moi, je comprends pas. On a pris Laborde, ça marchait avec Delors. On s'est dit, tiens, on va avoir un duo, on reconstitue un duo explosif. Ils jouent pas ensemble. Donc déjà, ça m'échappe un peu. Et en même temps, je trouve que c'est... Moi, j'aime bien l'état d'esprit de ce joueur, tout ça. Mais quand je vois Gouiri à Rennes, ce qu'il fait, c'était sûr qu'il allait revenir à la vie et au but. Je me dis qu'on a encore fait on a encore fait un bon coup là sur l'histoire. Ouais, mais on va pas revenir sur l'épisode Gouiri. Oui, non. Moi, je suis d'accord avec Philippe. Mais non, mais je sais que regrets, d'accord. Des regrets éternels. Pourquoi ne pas trop les associer? Parce que t'as que 2 avant-centres en fait. S'il y en a un qui se blesse, surtout, tu n'as plus de solution. T'as plus de solution. Puis si tu fais jouer les deux 1 heure, et ben sur le match suivant, t'en as aucun qui est vraiment frais. Dans le 4-4-2, c'est pas possible, comme le dit Vincent. Si c'était possible, on en a parlé hier, c'était possible avec Pépé à droite et Diop à gauche. Même ça n'a jamais marché. Mais marche pas, peut-être qu'avec le temps ça peut oui, marcher. Mais c'est le l'unique système en fait que tu peux faire. Parce que même un 3-5-2, je vois pas comment il peut le faire avec Delors Laborde. Donc ce qui était intéressant, s'il y avait un Gouiri ou encore un Dolberg ou encore un Guessant derrière, au moins un de ces 3-là, tu avais 3 attaquants et donc tu peux en associer 2 et avoir un attaquant frais pour le match suivant. Là, tu n'en as que 2, donc voilà, tu alternes pour être sûr d'avoir un peu plus de fraîcheur. Philippe ? Et moi, ce qui m'inquiète, c'est quand j'entends parler de blessures de Diop et on dirait qu'on est déjà dépendant de Diop. Il a joué 2 ou 3 matchs. Combien il a joué? Non, mais surtout, il y a qui derrière Diop Non, en fait. mais c'est hallucinant. On dirait qu'on parle de Guillou ou d'Eriksson. Diop, il a joué 3 matchs. On est dépendant de Diop. S'il est pas là, c'est la cata. Bon.
C'est son. Non, mais c'est son. Qui y a derrière Diop? Quand il n'y a pas de Diop, qui joue? Eh ben justement, est-ce que c'est l'heure de Ross Barkley parce que il faut quand même qu'il joue un petit peu sur Ross Barkley. Est-ce que c'est le tea time blanc? C'est une soirée blanche à Auxerre. Et dit Barkley. Ah oui, elle vient de loin. Oh, je l'avais pas vu venir celle-là. Vincent, on disait Laborde sur le côté gauche. Est-ce que ça peut être aussi Ross Barkley à Auxerre? Il fait pas en grande forme physique, le garçon. T'as pas l'air convaincu, Vincent. C'était dur. C'est un super joueur. On l'appelle Grosse Barkley d'ailleurs depuis qu'il est à Nice. Et il est pas gros contrairement à ce qu'on pense. Mais je pense qu'il peut quand même faire des différences à Auxerre avec tout le respect qu'on a pour la GIA. Tu viens de se séparer de son coach Jean-Marc Furlan. Attention à l'équipe de Giroud, attention. Mais on l'avait vu Barkley à Ajaccio face à une équipe de deuxième partie de tableau. C'est encore heureux que Barkley il soit capable, il vient de Chelsea, il a 30 sélections dans l'équipe d'Angleterre. J'ose espérer qu'à la Baie des Champs, il peut faire un petit peu quelques différences. Qu'est-ce que t'en penses, Poussin? Ah oui, ça serait bien, parce qu'il est venu pour ça, donc il est dans l'effectif, il faudrait bien qu'il puisse le faire quand même, quoi. Mais c'est sûr que ça pose le débat de... Tu me remets qui sur le banc? Laborde, tu l'as acheté quand même 18 millions, tu sens bien que ça lui commence un petit peu à le chauffer d'être sur le banc. Delors, on a bien vu que quand il a été remplaçant au Parc des Princes, ça l'a rendu fou. Et que Lucien Favre ne sait pas comment faire pour le gérer. Donc on disait bon courage à Ghisolfi, mais bon courage à lui, c'est pas nos problèmes. Et même Barkley, si tu le fais pas démarrer, tu l'as acheté, tu l'as pris, mais il peut pas jouer en Coupe d'Europe. Donc s'il joue pas en championnat, il joue quand? Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce que c'est l'heure de Barkley dans ce match face à Auxerre? Une certitude, c'est que Dante, qui a joué toutes les minutes, tous les matchs depuis le début de la saison, eh bien, il sera suspendu pour cette rencontre face à Auxerre. Alors c'est le pour-contre de cette semaine. Dante, absence inquiétante à Auxerre. La parole à Vincent. Inquiétante, non, parce que Nice affronte quand même une équipe de la JOCR pas dans la forme de sa vie. En attaque, il y a quand même un garçon comme Mbaye Niang qui a certes des qualités, mais il y a quand même quelques années, voire quelques mois qu'il est sur le déclin. Et en réserve, il y a Gaëtan Charbonnier qui n'est pas non plus un attaquant de classe internationale qui met beaucoup de buts en Ligue 2, mais qui a peut-être la possibilité qu'un garçon comme Rosario prenne la relève de Dante. Donc je pense qu'il y a cette possibilité. Rosario est bien mieux en plus en défense centrale depuis quelques semaines qu'au milieu. Donc je pense que Nice a la capacité de faire sans Dante à Auxerre. Oui. Moi, je suis plus inquiet parce qu'on n'a aucune garantie vraiment défensive. On le voit, on prend 2 buts contre Slovachko, qui est une équipe très moyenne, avec Mihalik devant, qui est pas mal. Mais bon, c'est l'équivalent, je pense, de Gaëtan Charbonnier. Et Dante, c'est le plus fiable au final. Todibo est bon, mais Todibo peut faire des erreurs. Dante en fait moins. Il le canalise, je pense. Il peut le canaliser dans le discours. Et donc là, avoir une charnière sans Dante, même à 3, Viti qui est plutôt bon, mais Viti, Rosario, Todibo, je suis un peu plus inquiet que s'il y avait Dante dedans. D'ailleurs, Charbonnier qui est incertain parce qu'il est blessé depuis quelques semaines. Poussin, indispensable Dante dans cette équipe aujourd'hui? Bah oui, je pense qu'il est indispensable, et je pense qu'il est irréprochable dans tous ces matchs. Et c'est vrai que c'est quand même un peu le meneur de l'équipe, parce que je pense que je vois que c'est le seul joueur qui peut mener l'équipe. Donc c'est sûr que c'est toujours préjudiciable que Dante ne joue pas. La synthèse, Philippe, par rapport à Dante? Synthèse, c'est un pour-contre qui m'a pas du tout intéressé. On a eu du mal à le trouver, on l'avoue. Franchement, il était très poussif. Je vous l'avais dit, les gars. J'en avais des mieux. Je dirais ni pour ni contre, mais je suis juste que si on est inquiet de jouer sans Dante au Auxerre, on n'a qu'à mettre la clé sous la porte. Et Schmeichel... Non, c'est bon, je la fais plus, il l'a grillé. Non, parce qu'il t'a grillé, mais ce que tu voulais dire, c'est Schmeichel avec sa qualité de relance. Schmeichel, je l'aurais peut-être mis en défense centrale. Il est meilleur avec les pieds qu'avec les mains. Donc franchement... Mais ils ont prévu de se faire une petite bouffe là avec Will et Casper. Il coûte trop cher, Casper, à mon avis. Bon allez, tout ça nous amène à la compo probable, pas évidente encore une fois, de ce Auxerre-Nice dimanche après-midi du côté du stade de la Baie des Champs. Will, je te laisse la parole. Mais déjà, on va commencer par une bonne nouvelle. C'est, je pense, Marcin Bulka dans les buts. Alors, qu'est-ce qu'il avait, Marcin Bulka? Une petite gastro. Décidément, la Coupe d'Europe, il est un peu malheureux. Après l'empoisonnement à Belgrade, la gastro. Ou un peu fragile. Je pense pas, vu le bonhomme, il a pas l'air fragile. Peut-être que sinon, Bulka, il est malin et en fait, il veut jouer en Ligue 1. Ouais.
Ça, c'est peut-être ça. Donc du coup, Donc il se dit qu'il est malade en Coupe d'Europe. Et ce qui rend fou d'ailleurs Kasper Schmeichel. Parce que lui, du coup, il s'est roue de secours en Ligue Europa Conférence et il se retrouve sur le banc en Ligue 1. Donc pour vous, à Auxerre, ça sera Boulka. Ça suivrait la logique de Lucien d'alternance. Favre d'alternance. Donc on en a parlé, sans Dante, ça sera probablement Rosario, Todibo, Viti qui feront une défense à 3. On n'a pas parlé de Beck Sorensen, mais pour vous, il n'existe plus. Quoi. Non, mais je sais pas. La seule fois où on le voit, c'est à la fin des matchs, quand il passe en zone mixte. Ils font le décrassage. L'espèce de décrassage pour ceux qui qui jouent travail pas. fractionné à 23h, il y a les mecs, ils avaient l'air d'être contents. BK, acheté 15 millions. Ouais, il y a une belle équipe là. À 23h12, ils se faisaient fractionner. Il y a un beau loft. Bon, allez, on revient sur la compo, mais pas de Sorensen en tous les cas pour remplacer Dante. Non, toujours pas. Attal qui devrait retrouver sa place puisqu'il a commencé à recourir déjà depuis mercredi. Barre de l'autre côté puisque Brian a enchaîné 2 fois et qu'il a fini bien bouilli face à Slováčko. Lemina qui est l'indispensable. Ah oui, dès qu'il sort, de toute façon, on voit le GC Nice terminer au milieu de terrain. Il fait tout, il récupère, il se projette, il donne, donc je pense qu'il est indispensable. Et Ramsey qui pourrait aussi faire son retour comme Attal. Et donc devant, voilà, l'incertitude qu'on avait, c'est ou Barclay ou Laborde côté gauche, et Delors dans l'axe et Pépé à droite. Elle te plaît cette compo, Poussin qu'est-ce que tu en penses? Elle est largement capable d'aller chercher un résultat à Auxerre, bien sûr. C'est le football. Ouais, mais bon, et c'est le gym aussi, il est capable de tout. Ouais, c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Ouais. Allez, on va vous faire gagner 2 places pour la rencontre entre Nice et Nantes la semaine prochaine. Ça sera à 17h du côté de l'Alliance Riviera. Pour cela, vous en avez l'habitude maintenant. Il faut pronostiquer le bon score d'OGC Nice Auxerre, d'Auxerre OGC Nice plutôt, avec le nom des buteurs sur le hashtag Gymtonic sur les réseaux sociaux de Nice Matin. On passe au Souviens-toi. Mon cher Philippe, tu nous as manqué sur le Souviens-toi ces dernières semaines. Et évidemment, tu vas mettre en valeur notre Poussinho national, Poussin Mélan. Quel plaisir que ce soit Philippe Camps qui fasse cette séquence. Oui, donc aujourd'hui on va parler de Dominique. En plus, aujourd'hui, on va parler de Dominique Baratelli, Didou Mélocha. Alors Poussin, mais Poussin c'est l'homme de la montée, Poussin c'est Air France, c'est l'avion. C'est l'avion. Je le revois faire l'avion, il mettait but sur but. C'était le chouchou du Stade du Ray. D'ailleurs, il n'a pas oublié puisqu'il habite toujours dans le quartier. Il n'y a plus le stade, mais il y a Poussin. Voilà. Il va toujours à l'Olympique. Et c'est donc l'homme de la montée de D2 en D1. Et puis, il avait bien commencé la saison en D1 avec son compère Diawara. Et là, ça vient d'être blessé, mais Poussin, c'est un Niçois de légende, quoi, pour nous, pour tous les Niçois. Voilà, je connais pas un Niçois qui aime pas Poussin. J'avais même un copain à l'époque qui disait, et Julien, et je l'embrasse, il faut que Poussin joue en équipe de France. Il militait Poussin en équipe de France. Je suis d'accord avec lui. Moi, c'était quand même compliqué. T'es pas passé loin. Ouais, je suis pas passé loin. Il manquait pas grand-chose. Les croisés, ça a stoppé ta progression. On va voir quelques-uns de tes buts, justement, Poussin, pendant qu'on parle, mais messieurs, vous à l'époque, vous étiez un peu plus jeunes, plutôt du côté des supporters, et c'est vrai qu'il nous a fait vibrer, Poussin. Mais on attendait cet attaquant depuis qu'on était né, en fait. Parce que nous, on a connu que la galère, donc c'était l'attaquant. Tu rouvrais le Nice Matin le dimanche, tu savais que tu avais doublé de Poussin, but de Poussin. La montée, elle n'était pas du tout prévue au départ, et là, tu commences à voir que cette équipe, elle fonctionne, et tu dis waouh, c'est possible, on va revoir Nice en D1. On a un attaquant qui marche sur l'eau, il va atteindre la barre des 20 buts. C'était c'était le. Kiffé quoi. Merci Vincent. Après les Marco Grassi, les Yves Manjon et tous ces attaquants qui claquaient rien du tout. Ça a été compliqué. Là on avait Poussin et l'avion quoi. L'avion c'est mythique. Combien de soirées un peu arrosées, je finissais à faire l'avion et on pensait à Poussin quoi. Vraiment. Parce que on a les mêmes coiffeurs. En plus exactement. Voilà, c'est un homme de goût. C'est un homme de goût tout simplement. C'est Yannick Tamazout, c'est ça qui t'avait surnommé comme ça. C'est ça. Alors d'où ça vient justement? Justement, c'était Tamazout qui m'avait donné ce surnom là. Parce qu'à l'époque t'étais un petit
petit peu blond. Voilà, un petit duvet blond, il me restait quelques cheveux à cette époque-là. Et après, il avait sorti ça comme ça, et après, c'était resté. Ouais. C'est Voilà. fou parce qu'on se souvient, parce qu'on va pas rentrer ça, mais ton vrai prénom à la base, à l'état civil, c'est Daniel. C'est ça, le truc qui n'a rien à voir. Donc les gens, ils comprennent Christophe. rien. Quoi. C'est qui celui-là quoi. C'est effectivement Mais ça. c'était un bon. Ouais, moi, les souvenirs des jeunes, mais c'est vrai. Grosse capacité à prendre la profondeur, t'allais quand même vite, non Je suis d'accord avec toi, Vincent. Ouais. Non, c'est ça, ouais. Et puis, non, mais surtout, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je me rappelle toujours ces appels-là. Il sentait le foot, il sentait les coups. Mais c'était un peu pas à l'ancienne, mais il suffisait d'avoir un bon petit ouais. 10 un peu sympa, là, qui te mettait les ballons, tac, tac. Toujours à la limite. Toujours une histoire des bouteilles après Poussin. Ça, c'est à la limite, entre les deux défenseurs. C'est ça. Voilà. Je rodais. Un petit rôdeur. Et c'était l'époque où il fêtait les victoires à Juan-les-Pins avec ses amis. Exactement. Avec ses amis gagnés. Patevra quand il était. Alors, parce que tu étais très proche de Patrice Evra à l'époque. Très proche. Ça, c'était avant. Ouais. Et vous êtes disputé. Plus maintenant. Evra, il s'est beaucoup disputé quand même avec ses anciens j'ai copains. l'impression, quand je vois ce qu'il est devenu, en fait, je suis à moitié surpris. Mais après, comme je l'ai toujours dit, après il est parti à Manchester. C'est mieux d'être ami avec Ronaldo que Poussin Mélin. Non, moi je crois pas. Moi. Et très proche de Garnot aussi apparemment. Qui Toi. Ouais, t'as eu des. Ah ouais, très proche. Avec Garnot, ça s'est pas très bien passé avec Garnot Sport, l'ancien entraîneur. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses, c'est comme ça. Mais c'est fou parce que c'est l'histoire d'une vie. T'as même ce rapport même à cette ville que tu connaissais pas au départ. C'est clair. Mais clairement, et le pire dans tout ça, en fait, je l'ai ressenti assez souvent, c'est que je suis venu jouer en Coupe de France ici avec le Gazélec Ajaccio pendant que le club était au plus mal. Donc on vient ici, on gagne 2-1. Tous les supporters jetaient des bouteilles sur la présidentielle, il n'y avait pas beaucoup de monde et tout. Et la première chose que je me suis dit, mais c'est quoi ce club de fous ? Jamais je viendrai ici. Quoi. Et voilà. Et 20 ans après, t'es encore là. Exactement. Et d'ailleurs, c'est vraiment marrant très parce que content. dans la rue, tu sens que t'as laissé une trace presque C'est indélébile. incroyable. En fait, quand t'es joueur, tu penses que c'est normal, mais c'est vraiment après toutes ces années... Dans la rue, il n'y a pas une journée où si je sors pas, voilà, Poussin, merci, ça va et tout. Et ça, c'est peut-être le plus beau cadeau que je puisse avoir en retour après toutes ces années. Ça rend service en temps de crise, non ? Exactement. Ouais, t'as même un passe pour mettre l'essence. Et ça, il faut pas le dire. Aujourd'hui, Poussin, tu t'occupes de joueurs de tennis ? Ouais, je suis un peu dans le tennis. Ouais. J'ai appris à découvrir ce sport, en fait, qui m'a beaucoup plu. Rien à voir avec le football, parce que c'est un sport individuel, donc... il faut vraiment avoir des valeurs de combattant, de guerrier, parce que c'est un sport très difficile. Donc je m'éclate dans le tennis et c'est vraiment génial. Et participant régulier du Challenge Ball, voilà, notre cher Christophe Mélin, et organisé par Franck qu'est-ce qui Rivio. faisait la force de ce groupe, de cette équipe niçoise qui est montée ? C'était ce collectif, cette envie, encore une fois, voilà, c'était plus le collectif, l'envie, parce qu'à cette époque-là, les gens ne gagnaient pas beaucoup d'argent, il faut le savoir. C'est pas du tout les salaires qu'il y avait avant. Tu peux nous dire combien à l'époque ? Le plus gros salaire, c'était 25 000 €. Donc quand tu dis 2002, ça, et on était en Ligue 1. 25 000 €, c'est quand tu regardes dans le foot d'aujourd'hui, quand tu dis ça aux gens, en fait, ils n'arrivent pas à y croire. Mais pourtant, c'est la réalité. Mais c'était beaucoup d'argent quand même à l'époque. Oui, à l'époque, mais en entendant 25 000 € pour un salaire de Ligue 1, et c'était les joueurs les plus confirmés. Quand je vois qu'il y a des premiers joueurs à peine qu'on fait 5 matchs qui touchent déjà des 40 000, 50 000 €, ça aussi, ça n'a pas aidé en fait à l'évolution du football, je pense. Et après, voilà, on était tous on avait un état d'esprit de malade. On n'était pas les meilleurs, mais par contre, il y avait une cohésion de groupe. Il y avait tout le monde qui tirait dans le même sens, et ça, c'est des valeurs qui sont au jour d'aujourd'hui plus qu'importantes. Ouais, puis il y avait des meneurs comme Cobos, il y avait José Cobos, il y avait Bardonado, qui savaient gueuler dans le vestiaire, bien sûr. qui savaient mettre. Après, devant, tu avais des mecs comme Everson, après des mecs comme Florent Balmont, c'est des mecs de caractère qui te poussent en fait à aller dans le droit chemin, quoi. Parce que si tu fais un truc de travers, de suite, tu te faisais reprendre de voler, quoi. Le plus fort avec qui tu as joué à Nice ? Le plus fort j'ai bien aimé Lilian Lasland. Ouais, joueur confirmé. Parce que pour moi, c'était vraiment le gabarit, le style de joueur qui me correspondait bien, parce que grand, qui allait à la tête, qui allait au duel et tout ça, et moi qui tournais un petit peu autour et tout. Donc puis c'est vrai que ça me correspondait bien. Le match a duré une nuit, quoi. Ouais, ça durait une nuit. 1h30, puis après il y avait la troisième mi-temps. Non, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il a été très irréprochable dans sa carrière. Complètement. Ouais. Et même pour moi, avec moi, il me disait, c'était le premier à me dire les efforts défensifs en fait. Il me disait toujours, non, Poussin, garde ton énergie, reste devant et c'est moi qui se replace pour faire les efforts défensifs. Alors que normalement, la logique, ça aurait dû être le contraire.
Sans cette blessure, sans les croisés, tu penses que tu peux aller plus haut que l'OGC Nice, parce qu'après c'est vrai que tu as la Bastia en Ligue 2. C'est vrai que ça m'a freiné dans l'évolution de ma carrière. Mais c'est vrai que je pense avoir été assez performant à chaque fois que j'ai joué tout ça. Donc c'est vrai peut-être que j'aurais pu espérer autre chose. Bon, pas l'équipe de France, mais j'aurais pu espérer quelque chose. Mais déjà, je dis toujours d'avoir connu ça. Et cette expérience que j'ai connue à Nice, pour moi, c'est le souvenir de ma vie. Et c'est Parce que tu étais à Nice, mais tu appartenais à Rennes. C'est ça. Donc c'est vrai que c'était un peu un parcours un peu chaotique. Un but, s'il fallait en citer qu'un, que tu as mis avec Nice? Un but que j'ai mis avec Nice, je dirais le but de Istres. De la montée. Voilà. Le match de la montée. J'étais un peu blessé. En plus, ce jour-là, j'avais joué qu'un gros strap. On avait gagné, mais c'est vrai qu'après, tous les buts, clairement, tous les buts de la montée ont été importants. Mais celui-là, c'est vraiment celui qui valide entre guillemets l'accession. Ça, et tu as toujours parlé en termes élogieux de Sandro Salvioni et de son travail. Oui, parce que c'était l'entraîneur de la montée. C'est des gens, à chaque fois je le signale parce que c'est grâce à lui. Tu vois, on parlait tout à l'heure des entraîneurs, un peu l'envie qu'il mettait dans un groupe et tout ça. Sandro Salvioni, il en faisait partie, quoi. Il était très rigoureux, ça marchait droit avec lui et tout ça. Donc indirectement, le groupe répondait présent et c'est pour ça que ça s'est aussi bien passé grâce à lui. T'es dans le tennis là maintenant, tu penses encore foot des fois? Tout le temps. Tu joues avec les anciens aiglons? Ouais, le foot c'est ma vie, ça restera toujours ma vie. Moi j'ai toujours dit, j'étais gosse, j'étais toujours avec mon ballon. Il y avait le carnaval de l'école, je m'habillais en footballeur chaque année. Le football c'était ma vie, quoi. Donc, on en parlait l'autre fois avec José, ça se fait de plus en plus et on voit Julie qui est devenu entraîneur des attaquants à Lyon. T'as jamais, c'est pas trop ton style, on le sait, taper à la porte en disant. Non, c'est vrai que après, c'est. Voilà, au niveau des appels, c'est clair. Tu sais ce que c'est faire un appel. Vous me connaissez un peu, je suis un peu discret, entre guillemets, tout ça, donc je vais pas. Mais c'est vrai que c'est un truc qui pourrait, entraîneur des attaquants ou même recruteur, aller superviser. Je trouve ça intéressant d'apporter son œil sur. Gisolfi, c'est ton copain. Je vais y en toucher deux mots. Tu vas en toucher deux mots. On a son numéro. S'il te peut t'inclure dans. Non, mais après le foot, ça restera toujours. Voilà. Je suis toujours le résultat de Nice, je serai toujours à fond derrière Nice. Tu peux regarder un bon match de foot que Roland Garros? Ça se discute. Parce qu'un bon match de tennis, comme on peut en voir, c'est quand même assez sympa. Mais le football, ça restera toujours le foot. Tu progresses encore au tennis? Ça devient dur. Je suis à 3-6, là, ça devient un... Le problème, c'est comme j'ai pas eu de technique dès mon plus jeune âge et tout ça, donc j'arrive... Mais bon, je prends du plaisir. Voilà, je prends du plaisir. Ça monte au filet? Pas trop. Il se fait facilement lober, je pense. Tu as jeté les articles de Nice Matin de l'époque ou tu les as toujours? Sachez que tu les as gardés? J'ai tout dans des livres avec les coupures de journaux et tout ça. J'ai tout ça. En stock. Il était bon, Philippe Caen. Est-ce que tu veux que je vienne dédicacer quelques articles? Il n'y a pas de souci, on pourra se faire un petit débriefing, Philippe. Avec 21 ans après, il est toujours là. Avec tous les. Il venait nous attendre à la sortie des vestiaires sur le parking, chose qui n'existe plus maintenant. Il faut prendre rendez-vous avec l'attaché de presse et tout. C'est ça. Tu as bien à l'époque, c'était tu sors du vestiaire, à la voiture. Presque il rentrait dans le vestiaire même. Voilà, il rentrait dans le vestiaire. Vous le chambrez un peu parfois? Un petit peu. Vous disiez à l'époque déjà de toute façon ils comprennent rien au foot. Oui, ça c'est les trucs pour taquiner un peu. Mais bon, je pense que Philippe, ça fait des années qu'il est là et je pense qu'il connaît ce qu'il fait. L'éternel débat sur les notes. Ouais. Les joueurs regardent pas les notes. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le premier truc qu'ils regardent le matin. Messieurs, on était très complets. Merci beaucoup. Vous avez été très bons. Poussin, merci. Merci pour l'invitation. Sur le plateau de Gym Tonic. Tu reviens plaisir. évidemment. Toi aussi, quand tu veux, tu es chez plaisir. toi. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À la légende. À la légende pour son retour, évidemment. Merci Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé et Chloé Voirgard à la préparation et la réalisation de cette émission. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.